Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir sur le campus de Delta Business School pour faire la première édition des Delta Talks. Voilà, moi je suis absolument ravi de la tablée qu'on a aujourd'hui. Donc vous allez me dire, bon, tu aurais pu dire ça à n'importe qui si on n'avait pas pu venir. Alors effectivement, mais alors c'est pas le point. J'ai que ma bonne foi pour me défendre. Le vrai truc, c'est que quand j'y repense à notre table, quand j'y repensais aujourd'hui, c'est qu'on a des profils hyper différents pour raconter en fait des aventures qui ont vraiment un fil conducteur commun. Loïc, qu'on ne présente plus et je te laisserai te présenter après, avec Swile, tu as participé à réinventer vraiment l'expérience employée. Toi, Alex, un peu pareil dans le même fil conducteur, c'est un peu l'objectif d'une vie, si je peux me permettre, parce que Cligny, ça fait bientôt 10 ans. Et vraiment, toi, tu travailles tous les jours pour assurer le bien-être sur des populations dans un métier qui est quand même difficile, celui de la propreté. Et plus récemment, toi, Jade, alors toi, tu es la plus jeune ici, et tu viens de te lancer dans un concept qui est quand même assez fort, à savoir un média d'orientation à destination des plus jeunes, pour vraiment aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, à se sentir mieux dans leur métier, et éviter un peu l'écueil de certains de leurs aînés qui, en gros, arrivés à 30 ans, se disent « bon, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de trop kiffer ce que je fais ». Donc c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, merci encore à tous d'être ici. Et je vais laisser Jade se présenter un peu plus. Yes, ça marche. Et du coup, effectivement, je suis la plus jeune, mais j'ai l'habitude, j'ai 23 ans. Et j'ai lancé ma boîte en même temps que mes études, puisque je m'ennuyais énormément à la Sorbonne. Vraiment énormément. Et perso, j'ai découvert le concept de l'entrepreneuriat à 18 ans. J'avais jamais entendu le mot vraiment avant. Et simplement, pour moi, c'était répondre à une problématique. Et la problématique que j'observais, c'est qu'on ne savait pas quoi faire de notre vie, globalement. Et en fait, assez naturellement, les choses ont découlé qu'il y a un clash des générations entre l'ancienne génération qui est déjà insérée sur le monde du travail, qui est déjà en poste et qui recrute la nouvelle génération, et les entreprises qui ont certaines problématiques, et la nouvelle génération qui a d'autres attentes. Et du coup, les deux ne fit pas. Et le résultat, du coup, c'est un média qui parle du monde du travail pour aider les gens à savoir ce qu'ils veulent faire et puis à savoir comment ils veulent faire aussi, et accompagner les entreprises pour qu'elles arrivent à recruter cette nouvelle génération et réduire ce gap qu'il y a entre les deux. Et du coup, on essaye de produire pas mal d'informations. Moi, du coup, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Je produis sur TikTok aussi personnellement. Et en fait, on essaye de s'inspirer vachement de ces codes-là, du divertissement, pour aller au bout de l'information et s'adapter justement à ces codes de la nouvelle génération qui, qu'on le veuille ou non, va quand même avoir l'habitude de consommer beaucoup de divertissement. Donc, du coup, les informations vont mieux passer quand on arrive à intégrer un peu de fun. Ça touchera plus de public, tout simplement. D'ailleurs, tu conserves une grosse communauté à ce Ouais, en fait, j'ai percé sur TikTok malgré moi. J'ai pas, c'était voulu, hein, mais du jour au lendemain, j'ai gagné 200 000 abonnés en fait, vraiment littéralement en 3 semaines. Avec juste une vidéo, je disais putain, c'est fou, à l'école, on n'apprend rien de concret. Vraiment, hein, c'était juste ça la vidéo, je vous promets, je mens pas, je peux vous la remontrer, j'ai des preuves, 3 millions de vues, 200 000 abonnés. Je sais pas, mais le constat était partagé manifestement. Et TikTok, mon compte à moi, ils m'aident beaucoup à justement voir un peu comment la génération que je vise à aider réagit à tout ça en fait. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que ce que je ressens est partagé? Et ça nous aide vachement après sur ce qu'on fait sur le média, effectivement, parce qu'on a aussi un compte TikTok sur le média, il n'y a pas que moi. Ok, bravo en tout cas. Merci. Et c'est exclusivement sur TikTok? Non, on fait un peu du reste, mais on a quand même un certain focus sur TikTok. Pour des questions de performance, essentiellement. Et puis aussi parce que les codes de TikTok sont très particuliers. Et en fait, le constat, c'est que c'est le média social le plus jeune. Et vu qu'on vise des jeunes et que plus ça va, plus les gens vont être... Moi, j'ai 23 ans, mais maintenant, je vais viser des gens qui vont être encore plus jeunes que moi. Et du coup, c'est plus facile de rester proche des plus jeunes sur TikTok. Même si le média évolue beaucoup, il n'y a pas que des 13-17 ans maintenant. Quand même, ça reste le média social le plus jeune. Est-ce qu'on passe à toi, Loïc? Avec plaisir. Donc moi je suis Loïc, fondateur et CEO de Swile. Comment me décrire? Peut-être dire que je suis le mouton noir de ma famille. Donc pour montrer que finalement on peut entreprendre en partant de loin finalement. 100% de ma famille est dans la santé. J'ai un papa qui est gynéco, j'ai une maman qui est urgentiste, mon frère qui est kiné, ma soeur sage-femme, ma tante aide-soignante. Voilà. Vous imaginez à peu près la tête des dîners de famille. Hein, voilà. Où j'apprends beaucoup sur la médecine, du coup. C'est intéressant. Mais voilà, non, j'ai suivi ma voie. C'est une voie assez innée, finalement. Un peu comme toi, je m'ennuyais beaucoup en cours. Donc j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier pendant les cours.
J'en étais pas fier, mais j'en ressentais le besoin. Effectivement, je devais faire peut-être un 5e des cours, parce que j'avais cette impression de perdre du temps, et que pour le coup, le reste du temps, je comptais pas juste me la couler douce, j'avais cette soif d'apprendre, cette soif de lancer des projets, de les faire, et finalement de passer du temps à finalement me préparer à l'après-étude, quoi. Donc l'après-étude s'est plutôt bien passé, puisque pour le coup, j'ai lancé Tids, ma première société, à la sortie des études. Ça a été un premier succès. En 6 ans, on a fait un truc incroyable. On est parti dans 40 pays, de 0 à 600 collaborateurs, 200, quasiment 300 millions de chiffre d'affaires. Au bout de 6 ans, on a décidé de revendre la société au groupe Altis. Donc, Altis, c'est le groupe qui gère SFR, Numéricable, Libération, etc. Et du coup, plutôt que de rester et faire le service après-vente, j'avais eu pareil. J'ai été rattrapé par mon envie d'entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai relancé Swile, avec un driver clé, c'est de dire, ok, j'étais primo-entrepreneur à la sortie des études, pas d'expérience. Comment vous dire que pendant 6 ans, en fait, tout était tout le temps tout nouveau, puisque vu qu'on était en hyper-croissance, forcément, gérer une boîte quand on est 20, gérer une boîte de plus de 600 dans 40 pays, c'est différent. Et donc, du coup, j'ai pris des bâches et des bâches et des bâches et des bâches. C'est ce qu'on appelle la méthode empirique, hein. J'ai appris sur le terrain. Et j'avais un maître mot, c'était j'ai envie de refaire une clean sheet. Sous-entendu, toutes les conneries possibles et imaginables que j'ai vécues, qui m'ont quand même bien chahuté. Si on peut refaire la même aventure, mais sans tout ce bordel, ça me plaît. Et voilà, ça a donné ça. Ok. Et Tids, pardon, pour les plus jeunes qui nous regardent, on remonte à quelle année là? 2010. 2010. Ouh là là. Okay. Pardon, j'étais même pas encore entrée au collège. Ça y est, je commence à passer pour un dinosaure, ça craint. C'est que 2010, ça. Ok. Et 2010, 2017 et 2017, Swile. Voilà. Et Swile, pour présenter un peu plus, peut-être aux lycéens qui ne connaissent pas. Peut-être. Swile, on est dans les avantages salariaux. On a commencé comme ça. Là, on s'étend vers vraiment toute l'expérience employée de A à Z. Mais vulgairement, on est une carte qui sert à utiliser ses tickets restaurants et ses tickets cadeaux. On est parti de zéro et en 5 ans, on est devenu leader de ce marché. Et ça aboutit là à un deal qu'on a fait il y a quelques semaines où on a racheté un des acteurs historiques des tickets restaurants. Et voilà, ensemble, on devient leader de ce marché 5 ans après le lancement. Bravo. Et aujourd'hui, on gère 5 millions d'utilisateurs, 85 000 clients sociétés. Ok. Voilà. Et on opère en France et au Brésil. Ok. 5 millions d'utilisateurs, c'est tout. L'ensemble combiné là, c'est 5 millions d'utilisateurs maintenant. C'est beau. Je passe après. Alex, du coup, fondateur de Clini, que j'ai fondé il y a 11 ans. On va avoir 11 ans dans 2 semaines, ce qui ne rajeunit pas. Donc moi, j'ai 21 ans. Non, j'ai 36 ans. C'est ma première boîte. Pour le coup, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc j'ai 90% de ma famille qui entreprend. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir si j'allais monter une boîte, puisqu'après un stage dans un très grand groupe en contrôle de G, je me suis suffisamment fait chier pour savoir que je voulais faire autre chose et notamment être un peu plus libre de mes journées. Et donc ça, c'était le driver premier. Et après, je suis petit-fils de femme de ménage. J'ai vu ma grand-mère trimer pas mal de temps sur le terrain et j'ai après fait le constat que le marché était globalement délétère. Petit aparté sur le marché, 600 000 personnes. Quand on extrapole au B2C, en B2B, B2C, ça fait 2 millions de personnes, 8% des fiches de paye en France. Globalement, c'est le marché qui touche le plus grand nombre de personnes, c'est pas très connu, et c'est la corporation la plus précaire, donc on essaie d'apporter de la valeur là-dedans, en shiftant un peu le paradigme et en mettant très en avant nos agents, qu'on appelle nos cleaners. Donc voilà, la mission de Clini, c'est de faire en sorte d'être le meilleur endroit où peuvent bosser les agents d'entretien. Et aujourd'hui, on est 450, cette année, on a fait un peu plus de 9 millions de chiffre d'affaires et on est rentable, donc ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Super. Et du coup, ouais, toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, ce que tu disais, et toi, Loïc, du coup, pas du tout. Par contre, on a un point commun, on est tous les deux contrôleurs de gestion.
Parce que j'ai un diplôme de contrôle de gestion. Tu sais, pendant que je faisais mon... Voilà, il a quand même fallu que j'ai un diplôme. Mais il s'avère que c'est un diplôme de contrôle de gestion. C'est bon, tu découvres que je suis contrôleur de gestion. Ouais, en tout cas, j'ai un diplôme en finance, mais ils sont un peu la poussière. Mais il t'a servi quand même à l'origine ou... Il a dû me servir à caler une télé ou un truc comme ça. Ok. Non, je me suis plutôt formé, notamment avec Simon, on se connaît bien. Exactement. Et oui, je disais donc famille d'entrepreneurs, toi pas du tout pour le coup, vocation plutôt, enfin dans la famille c'était plutôt médecine. Quand est-ce que tu as su que tu souhaitais entreprendre, c'est quelque chose Ben moi, j'ai un côté hyper créatif, donc j'ai besoin de créer, de faire des choses, voilà. Et je suis assez curieux aussi. Donc depuis tout jeune âge, je me souviens, j'étais très triste parce que je démontais mes jouets électroniques, etc. Forcément, je les cassais et je ne savais pas les remonter, donc j'étais très triste. Mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et finalement, pendant mes études, à aucun moment, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'avais juste envie, je me levais le matin, j'avais envie de faire des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des projets. Et je ne me suis jamais projeté, je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est hyper ancré et assez inné finalement. Ok. La chance. C'est rare. Ouais. C'est tout l'inverse, moi. Comme quoi, il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Et un point qui est intéressant vraiment pour aussi tous les gens qui nous regardent, c'est parce que souvent quand on se dit je vais peut-être entreprendre ou j'en sais rien, on se dit toujours mais attends, l'idée il faut l'avoir. Enfin, c'est quand même comment est-ce qu'on travaille sur l'idée, etc. Typiquement toi, Swile, toi le storytelling, enfin comment elle est arrivée l'idée pour un peu quand un lycéen puisse se projeter dans les... L'idée de base de Swile, c'était de faire une plateforme de commandes groupées pour simplifier la pause déjeuner des employés. On voit tous le moment où c'est le moment d'aller déjeuner, on va tous aller soit au salade bar, soit prendre un kebab, soit je sais pas quoi. Ben là, on se regroupe tous, on commande tous ensemble sur une application, et plus on est nombreux, plus on a accès à la réduction. Ça, c'était le concept de base. Ce concept, il s'est fracassé sur l'autel de la réalité du terrain en littéralement un meeting. Et le premier, et ça c'est pas du storytelling, comme quoi pareil, on en parlera dans l'entrepreneuriat, mais il faut vite aller sur le terrain pour... vous pouvez avoir 1000 idées avec vous-même, tant que vous n'en parlez pas à un vrai client ou un vrai prospect, ça marche pas. Je vais dans ce salade bar où j'allais habituellement, je lui dis ouais trop bien, j'ai cette plateforme, regarde c'est génial, ça va t'apporter des nouveaux... j'avais mon pitch, hyper smart, machin, ça va t'apporter du nouveau business, etc., etc. Il me dit génial, juste une question, est-ce que les gens vont pouvoir payer en ticket restaurant? Et je dis bah non, mais ils ont leur carte bleue comme ils font partout quoi. Il me dit non, moi regarde, 70% de mon chiffre d'affaires je le fais en ticket restaurant. Et là il va derrière son comptoir. Et il me sort une pile de papier et il me dit 95% de ces 70%, c'est des tickets papier. Donc j'avais un super concept que j'avais travaillé pendant 6 mois de digitalisation de la pause déjeuner en oubliant qu'en fait les gens ils payaient en papier dans la vraie vie quoi en fait. Une plateforme digitale, du paiement papier, voilà. Et donc l'idée c'est de se dire ok, il y avait 2 solutions. Soit on se dit je pars complètement ailleurs dans un autre truc parce que manifestement cette plateforme ne prendra jamais. Soit on se dit merde mais en fait, on est en 2017, 95% du marché encore en papier. En fait, il y a un problème. Je ne sais pas quel est le problème, mais ce n'est pas normal qu'en 2017, le marché soit encore en papier, alors que la carte est autorisée. Et du coup, là, j'ai pris ma casquette entrepreneuriale et j'ai trouvé que c'était une opportunité. Et l'opportunité, c'était d'aller attaquer le marché des tickets resto, le digitaliser, et se servir de la plateforme de commande en équipe comme différenciant majeur. Parce que quand on allait convaincre les DRH de dire prenez-nous notre solution plutôt que du vieux papier, c'est parce qu'en plus de ça, on avait cette belle plateforme à côté. Ouais, donc tu changes la vie des utilisateurs, mais également de tous les restaurateurs. Des restaurateurs et même des employeurs. Gérer du papier, c'est un enfer sur Terre. Parce que jusqu'en 2017, les chèques restaurants, tickets resto, ils n'avaient pas sorti de carte du tout. Et si, mais bon, après, je ne vais pas faire tout le truc, mais c'était grosso modo une carte qui ne marchait pas. Okay. Voilà, pour faire simple. Voilà.
Voilà. C'était basé sur un réseau fermé. Dans le monde du paiement, il y a les réseaux ouverts, fermés. Je vais très très vite. Réseau ouvert, c'est Visa, Mastercard. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir de l'argent sur votre compte. Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin. Si vous avez une Visa, une Mastercard, ça va marcher. Le monde fermé, l'acteur iconique, c'est American Express, Amex. Amex, vous allez avoir 1 million sur votre compte bancaire. Pour payer 10 euros chez le marchand, il faut que le marchand soit Amex ait mis à jour son terminal de paiement. Et bien, les émetteurs historiques avaient sorti une carte Amex, alors leur nom c'était Connex, et qui de fait en fait marchait quasiment nulle part parce que les restaurateurs ne faisaient pas l'effort de mettre à jour leur terminal de paiement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la carte, vous dites ah, chouette, enfin, j'ai fini le papier. Vous payez une première fois, ça ne marche pas. Vous changez une deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, vous dites c'est quoi cette carte? Rendez-moi le papier. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que la carte est sortie en 2014. Entre 2014 et 2017, il n'y avait que 5% qui avaient franchi le pas, qui avaient une carte encore entre les mains, et 5% qui étaient en plus de ça mécontents. C'est fou. Okay. Non, mais comme quoi, en fait, il faut juste se lancer. Si on reste à réfléchir en permanence, oulala, il faut que j'ai l'idée du siècle. En fait, l'idée du siècle, il faut accepter qu'elle se construit petit à petit du fait d'échanges entre les uns et les autres, etc. Ouais, et pas hésiter à attaquer un marché sur lequel, a priori, on a... Et surtout, ne jamais se fier à vos amis ou votre famille. Okay. Voilà. Vos amis, votre famille, ils vous aiment. Donc, il y a de l'émotion plus. Donc, soit au contraire, ils vont vous sabrer, vous couper les jambes, soit au contraire, ils vont dire que c'est génial. Mais dans les deux cas, en fait, ce ne sera pas vrai, quoi. Il faut vraiment, à chaque fois qu'on va pitcher une idée, il faut faire comme si on la vendait. Un vrai prospect. On ne dit pas au prospect qu'on n'est pas prêt. Voilà, j'ai ce produit à vous vendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, vous prenez le, bah ouais, mais moi, sur le 95%, ils payent en papier, donc ton truc, ça ne marchera pas. Parce que du coup, pour rebondir sur ce que dit Loïc, toi, Alex, bah, j'imagine que ta famille, elle t'aime aussi, et pour autant... Ça dépend. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Il va peut-être falloir plus que 45 minutes. Ils connaissent le marché, et tu t'es lancé, quoi. Donc ouais. L'idée de Clini, j'imagine, elle s'est façonnée au fur et à mesure des années. Alors moi, l'histoire de démarrage, c'est que j'ai commencé à discuter avec des potes sur un sujet tech. Je ne suis pas tech du tout, et donc j'étais très très angoissé à l'idée de déléguer une partie de mon modèle à un type qui fait des choses que je ne comprends pas, ce qui est toujours le cas, hein, d'ailleurs. C'est pas comme on manage un CTO efficace. Et donc, en parallèle à ça, j'avais une famille qui bosse globalement dans l'immobilier, un oncle qui a une boîte de propreté, disons un acteur classique du marché, qui gentiment m'a pris sous son aile. Là, j'ai découvert ce marché beaucoup plus dans le détail, parce que j'ai fait le boulot en tant qu'agent d'entretien. J'ai constaté, ensuite j'ai rencontré plein d'acteurs, une trentaine à peu près à l'époque, et j'ai vu que la proposition de valeur était équivalente, que ce soit des grosses boîtes ou des petites boîtes, et globalement un rapport au social qui était, on va dire, léger. Voire certains qui industrialisaient l'invisibilisation et la précarisation des personnes, donc on ne paye pas les heures sup, on maximise son EBIT au détriment de personnes qui ne peuvent pas se défendre. Ce que je trouvais vraiment bien merdique. Et donc l'idée, c'était aujourd'hui de recentrer, d'avoir deux clients, les clients classiques et les agents d'entretien, et que les agents d'entretien soient fiers, recréer l'amour du maillot et donner des perspectives à des gens qui ne sont pas habitués à en avoir. Donc quand on rentre chez Clini, l'idée c'est de, être formé, de être accompagné et potentiellement prétendre à monter au sein de la boîte, donc faire carrière dans la propreté. Et là on est en train de créer un truc qui s'appelle la sortie positive, qui est demain tu te formes, tu fais 3 ans chez nous, du coup tu es très engagé parce qu'on te forme à devenir pâtissier, mécano, ce que tu veux, mais l'idée c'est d'aller avec nous vers ton rêve. Donc ça c'est un truc sur lequel on va travailler en 2023, mais que je trouve hyper excitant et valorisant. Et je suis assez d'accord sur le processus itératif, c'est que des conneries, on en a fait une plâtrée, et il n'y a aucune manière de savoir que tu es en train de faire une bêtise que d'être confronté au réel. Et pour le coup, sur Excel et dans une salle c'est très facile de pondre de très très beaux BP. Et notamment, pour une petite histoire sur ce truc-là, à l'époque où Uber arrive en France, on a modélisé l'Uberisation de notre marché parce que c'était hyper sexy et nos investisseurs nous le demandaient.
Et c'est vrai que sur Excel, ça ressort magnifique. Après, l'enjeu social, enfin, toutes nos valeurs y passaient à la trappe. Et puis après, les enjeux managériaux et autres. Donc, je crois que c'était une très, très, très belle idée sur le papier. On a été pas mal poussé à aller vers ça. Et on a rapidement chanté le truc en le confrontant au réel, parce que c'était pas du tout valable. Donc, important d'aller très, très vite voir ce que le terrain dit. Ouais, ce qui transpire au fond dans ce que vous dites, c'est que effectivement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup se confronter à la réalité du marché, aller essayer de comprendre le produit, les utilisateurs, et du coup, se manger des gadins de temps en temps, voire très souvent. Du coup, on va un peu passer sur l'axe moins sexy de l'entrepreneuriat. Souvent, quand on en entend parler, on entend beaucoup les success stories et tout ce qui marche très bien. Derrière, que ça ait marché ou pas, c'est quand même pas mal de nuits assez courtes, à regarder le plafond et à se dire est-ce que je suis pas en train de faire de la merde. Donc on va parler du sujet des difficultés. Tiens, j'adore comme ça, je te voyais reprendre une gorgée. Toi, t'as quelque chose à dire sur ce point-là? J'ai un de mes très bons amis qui m'avait dit à l'époque, entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Et je trouve ça excessivement vrai. Donc forcément, en fait, la vie n'est qu'une suite de difficultés et de trucs que tu n'avais pas anticipé parce que de toute façon, tu fais et après, tu vois ce qui se passe. Et vous avez un peu spoilé mon conseil. Parce que j'ai le même. Je pense qu'il faut juste faire en vrai, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre ce que tu as dans ta tête et comment ça va réellement se matérialiser. Donc, faut le faire. Et les difficultés, tu vas les voir justement en faisant. Et en vrai, il y en a plein et ça va être vachement variable. Tu vois, je pourrais dire que le fait d'être jeune ou d'être une femme, ça n'a pas aidé. Mais en vrai, ouais, c'est vrai. Tu sens que le regard des gens est différent. Tu as les gens qui vont mépriser parce qu'ils estiment que tu n'as pas ce qu'il faut ou X ou Y parce qu'ils calent leur prisme. Et ceux qui vont admirer que tu aies le courage malgré qu'eux. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est même pas ça la difficulté parce que peu importe qui tu es et d'où tu viens, si tu t'arrêtes jamais d'essayer, ça va finir par marcher. Donc je pense que la difficulté, en vrai, c'est juste de réussir à prendre du recul sur les choses. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est hyper angoissé de base. Et je ne peux pas tout contrôler. Du coup, dans tout ce qui se passe, il faut que j'apprenne à prioriser et justement à garder la tête froide pour avoir du recul sur les choses. Et personnellement, c'est ça la plus grosse difficulté de ma vie, finalement, mais du coup de ma vie entrepreneuriale, c'est d'avoir la capacité à prendre du recul. Parce que sinon, après, tu prends des mauvaises décisions ou justement, tu ne prends pas assez de décisions et ça se passe mal. C'est pas facile de prendre du recul quand tu as la tête dedans. En plus, c'est un truc où effectivement, il y a de l'émotionnel. C'est dans ton truc, tu y crois, tu vas être biaisé, voilà. En fait, quand tu es trop dans l'émotionnel, tu vas pas prendre les bonnes décisions parce que tu les prends pas pour les bonnes raisons. Ok. Et là, maintenant que l'histoire se lance un peu, là vous êtes plusieurs chez Waze, Ouais. tu rencontres des nouvelles difficultés qu'il n'y avait pas forcément au début. Sachant que j'ai un management original. Ouais. J'ai 23 ans, donc forcément c'est un peu chelou, tu vois. Je recrute des gens qui ont plus ou moins mon âge, tu vois. On est entre 20 et 28, on est 6. Et c'est des gens que j'ai recrutés parce que je fit, tu vois. C'est des gens qui pourraient être mes amis. Et du coup, littéralement, ça devient mes amis. Sauf qu'après, la part des choses, c'est pas. Après, il y a de l'émotionnel et c'est particulier. En vrai, là, c'est l'équipe que j'ai là, c'est très challengeant parce que j'avais jamais eu ce schéma, j'avais jamais autant fité avec les gens avec qui je bosse. Parce que je recrutais aussi différemment. Avant, j'avais un peu ce biais de recruter des CV et pas des gens. Donc forcément, tu te retrouves avec des résultats décevants. Et en vrai, c'est vrai que c'est particulier comme contexte de manager des gens qui sont plus vieux que moi, qui ont mon âge, au mieux. Et puis en fait, pourquoi c'est moi qui ai le dernier mot finalement, tu vois. La seule raison, c'est parce qu'il y a 3 ans, je me suis dit, viens, je monte une boîte et que c'est ma boîte, tu vois. Mais en vrai, moi, j'ai toujours ce truc-là de est-ce que je suis plus qualifiée qu'eux pour décider sur ce moment-là. Et du coup, il va y avoir ce truc-là, je vais beaucoup me remettre en question, je vais beaucoup prendre du recul, sauf qu'au bout d'un moment, il faut faire les choses, quoi. Non, mais bravo. En tout cas, c'est vrai que 23 ans, se retrouver à manager. Vous êtes combien là, tu m'as dit ? 6. Ouais, 6. Plus bientôt 2. Ok. Et c'est des difficultés, difficultés concrètes que tu as pu avoir chez Swile. C'était plus de l'ordre de effectivement continuer à prendre du recul en permanence, ou alors ça a été à différentes étapes quand tu as commencé à avoir beaucoup d'employés. C'est le plus dur, c'est de gérer l'hypercroissance. Aujourd'hui, on est plus de 1000, donc ça fait un petit peu. On a recruté pendant longtemps plus de 40 personnes par mois. Okay. Donc mécaniquement, comment est-ce qu'on s'assure en fait de préserver cette mentalité des débuts, cette excitation des débuts, cette simplicité des débuts, quand on est beaucoup plus.
Alors, moi j'avais juré qu'on mettrait les valeurs au centre de l'aventure. 5 ans après, ça s'avère encore 100% vrai. C'est-à-dire que les valeurs, ça se défend parce que c'est des choses qui peuvent très vite dériver d'une manière ou d'une autre. Et ça peut très vite, on peut très vite tomber dans la caricature des valeurs qui sont sur les murs et qui sont aux antipodes de ce que vous vivez dans votre quotidien. Ça, c'est une fierté. On a réussi à préserver des valeurs assez fortes. On est une boîte très humaine. Très humaine. Je pense que les Swalers sont contents de travailler entre eux. Mais à grande échelle, ce que j'ai découvert aussi, c'est que ça, c'est un grand apprentissage de Swile pour le coup. C'est qu'on n'a pas. Au début, quand on est petit, on vit dans de l'implicite. C'est-à-dire que nos valeurs, c'est quand même implicite, on se connaît, on a un petit groupe, voilà, on apprend à vivre ensemble, mais finalement de manière implicite. Et puis on opère ensemble de manière implicite. La manière même dont on s'organise, dont on prend les décisions, etc. Tout ça fait qu'on arrive à trouver notre petit équilibre qui va bien et qui fait qu'on est à 3000% et que du coup on est dans le succès, etc. Mais quand vous grandissez trop vite et que vous êtes dans l'implicite, ça ne marche plus. Puisque de fait, quand vous êtes assez petit, quand il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, finalement ils ont le temps, en 2 mois, 3 mois, 4 mois, de rentrer dans le moule, entre guillemets, à force d'avoir des discussions, etc., etc. Quand c'est 40 par mois, ça ne marche plus. Donc vous devez être explicite et passer du temps à expliciter les choses. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à expliciter les valeurs et on a passé 0 minute à expliquer notre modèle opérationnel. La manière dont nous gérions les choses, en fait. La manière dont nous voulions grandir, dont nous voulions nous organiser, etc. Et ça, du coup, c'est un travail qu'on fait littéralement en ce moment, justement, pour mieux opérer et finalement se retrouver. Ce qui n'a rien de naturel, au fond. Est-ce que c'est un... Comment dirais-je, un apprentissage que tu as eu de tes expériences d'avant où tu t'es dit, en fait, là, je vais... Non, parce qu'on est tombé dans le piège là, donc c'est un apprentissage de Swile, c'est-à-dire vraiment... c'est assez facile d'opérer de manière implicite, parce que finalement, tu fais comme tu as l'habitude de faire, etc., etc. Mais quand tu as trop de monde, en fait, finalement, chacun peut décider d'aller... Voilà. Et surtout quand tu recrutes des nouveaux leaders, parce qu'évidemment, la boîte ne peut plus reposer que sur un leader, il faut ce qu'on appelle une équipe de leaders, donc une leadership team, hein, ça porte bien son nom, qui va avoir potentiellement du pouvoir sur les organisations à mettre en place, etc. Mais si tu as un leader qui a une culture qui est complètement différente d'un autre, ça fait des espèces de courants de pensée au sein même d'une organisation, et tu te retrouves avec des gens qui rament vers l'avant, d'autres qui rament vers l'arrière, d'autres qui vont à droite, à gauche, et toi tu vas aller là. C'est comme ça que le bateau il devient plus difficile à manœuvrer, en fait. C'est uniquement du fait de notre inefficacité collective qui peut apparaître du simple fait d'un manque de conscience de comment on veut opérer. Mine de rien, toi, Alex, tu es sur des problématiques un peu similaires, parce que vous n'êtes pas 1000, mais au final près de 400. Donc, tu as eu des sujets d'hypercroissance. Est-ce que, effectivement, tu rejoins ce constat? J'ai souscrit à 200%. Je dirais que la difficulté, le management, pour moi, c'est un des trucs les plus complexes. Le management direct et indirect. Structurer une équipe pour diffuser des valeurs, les maintenir à flot, je suis totalement d'accord, c'est hyper dur et c'est un work in progress permanent. Il n'y a pas de moment où dès que tu relâches la bride, ça part en sucette. C'est très très important d'investir énormément de temps là-dedans. Moi j'ai mis beaucoup de temps à déterminer que c'était un point d'investissement fort, parce que j'étais très dans les opérations, focus, croissance, top line. Et du coup, et puis surtout aussi un peu par fainéantise, je me suis toujours dit les choses vont rouler, c'est normal, les gens souscrivent à la logique et du coup la logique elle va se maintenir. En fait, c'est pas du tout, c'est jamais le cas. Et effectivement, et puis après
les postures. Il y a des personnes qui prennent naturellement plus de place que d'autres, donc qui ont tendance à infléchir dans la boîte d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, ça faut le monitorer, il faut le tenir, il faut le cadrer. Une autre difficulté que j'ai personnellement, du coup, mais qui est très liée à celle-ci, c'est pour utiliser un mauvais anglicisme, mais le scale personnel. C'est comment moi, en tant que... J'ai monté une boîte, j'avais 25 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Comment est-ce que je crois avec ma boîte, qui effectivement a fait de l'hypercroissance, qui maintenant est un peu plus... on fait plus que 25% de croissance annuelle, mais ce qui reste de la croissance. Donc, on est passé très rapidement de 2 à 300. Et effectivement, il y a un vrai sujet à titre perso de remise en question. Il y a ça. Et le dernier sujet pour aborder un peu la globalité des problématiques, pour moi, c'est l'obsolescence des profils programmés. Enfin, en tout cas, c'est comment tu fais avec une core team de départ, l'endroit où tu es toi, où tu crées un lien fort par définition, parce qu'effectivement, tu recrutes des gens avec qui tu t'entends bien. Comment ces gens-là, à un moment, tu leur fais admettre que en fait, tu as fait le 0 à X, mais que le X à X plus Y, ça ne sera pas avec eux. Tu as beaucoup d'affect et d'émotions, c'est des moments qui sont assez sportifs, ouais. Donc voilà, moi, c'est les grandes difficultés de la vie entrepreneuriale, et puis j'imagine qu'il y en a d'autres derrière. Parce que ce qu'on voit, ce qui transpire beaucoup, c'est qu'effectivement, pour progresser, pour apprendre à entreprendre, il faut se frotter à la réalité du terrain, vivre ses difficultés, etc. Néanmoins, pour peut-être potentiellement parler un peu aux étudiants et lycéens qui nous écoutent, est-ce que quand tu regardes un peu ton parcours, tout ce que tu as vécu, tu te dis, est-ce que très jeune, potentiellement, dès le lycée, j'aurais pu bosser chez moi un truc, une compétence, un savoir-être en particulier, qui fait que ça j'aurais peut-être un peu mieux réussi, j'aurais pu anticiper ce truc-là. Dès le lycée, alors oui, il y a des trucs que tu peux travailler. Après, il y a une part de naturel. J'ai rencontré l'autre jour un événement, un entrepreneur qui avait 15 ans. Okay. Il y a une partie de moi qui me suis dit, mec, va jouer à la play, tu vois. C'est pas le temps. T'as le temps de te faire chier dans la vie. C'est peut-être pas le moment là où tu as envie de t'emmerder avec des problématiques de management et d'alignement des équipes. Maintenant, si tu veux travailler tes skills, parce que tu sais que tu vas devenir entrepreneur, entreprendre, c'est de l'humain, donc par définition, il n'y a que le relationnel à travailler, et essayer d'anticiper ta posture managériale, admettre que tu auras des étapes à franchir, et surtout travailler sur ta résilience, parce que pour le coup, l'ennemi absolu, c'est l'ego, parce que pour progresser, il faut accepter le feedback, et le feedback, parfois, ça pique un peu. Donc, je travaillerai sur gommer l'ego au maximum. Ok. Tu ferais le même constat? Si on caricature, finalement, l'école, au-delà de... Pourquoi est-ce que ça nous embête, finalement? C'est parce que, fondamentalement, on travaille que les hard skills. Donc une expertise donnée quelconque. Je vais avoir mon diplôme, je vais apprendre à être contrôleur de gestion. Mais dans la vraie vie, en fait, 80% de notre journée, on grandit, on est jugé sur nos soft skills. La manière dont on va collaborer, la manière dont on va interagir avec les uns les autres, la manière dont c'est une aventure humaine. Toutes les sociétés, nous sommes des êtres sociaux. Et c'est vrai que c'est quand même gênant quand on voit que tous les plans de carrière et tout, à chaque fois, on n'est pas attendu sur notre niveau d'expertise. Hein. Quand on regarde pour passer d'un poste à un autre, etc., on est attendu majoritairement sur des soft skills. Majoritairement. Et c'est probablement la dernière chose qu'on apprend à l'école. Voilà. Donc le leadership, se connaître, etc. Il y a zéro travail d'introspection, il n'y a rien. Donc sortons du tout hard skills et allons chercher un peu de soft. Ouais, même si c'est difficile, hein. Je sais que quand on est à l'école, alors ça dépend des âges, mais quand même, à un moment donné, post-bac, on a tous notre personnalité, quelle qu'elle soit. Et ben, du coup, travaillons sur cette base-là et allons-y. Travailler son savoir-être bien plus que le savoir-faire qui, de toute façon, sera très vite obsolète. Exactement. Ouais. Surtout que quand tu as une bonne base de soft skills, après, quand tu as un truc à apprendre technique, tu sauras l'apprendre. Bon, tu vas pas apprendre à coder si c'est comme ça, de rien, tu vois, mais tu peux développer des bases techniques surtout, alors que qui tu es, plus technique quand même. Oui, clairement. Et mais c'est vrai que, alors là, depuis tout à l'heure, on est beaucoup dans la difficulté, comment j'aurais pu faire mieux,
ça donne un peu un aspect un peu dark à l'entrepreneuriat. On a l'impression que voilà, c'est dur, hein, c'est la réalité. Il y a quand même, mine de rien, des bons côtés à cette vie palpitante. Jade, toi, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Alors, soit dans ton quotidien, soit dans ton projet de façon plus large. Bon, en vrai, moi, c'est très personnel, mais je pense que c'est un peu justement le contre-coup du fait que j'ai du mal à prendre du recul, mais c'est que je suis un peu contrôle fric. Et là, pour le coup, moi, à mon échelle, je peux plus ou moins tout contrôler. Je viens d'avoir une équipe de production, donc je peux plus totalement tout contrôler, mais je peux encore avoir un œil sur tout. Et surtout, décider de ce qu'on met en place. Et c'est vrai que, du coup, pour le coup, moi, j'ai commencé ma carrière avec ça. J'ai aussi que pour une personne avant, c'était quelqu'un que je connaissais. Et que j'appréciais beaucoup, et même si le contexte était ouf, l'ambiance était ouf, je ne pouvais pas bosser pour le projet de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que le fait d'avoir la liberté de choisir et de décider de tout ce que je fais et de faire du coup ce en quoi je crois, ça me motive énormément. Je sais pourquoi je me lève et je le vois par rapport à mes amis. Moi, je suis à un âge où les gens commencent à bosser, tu vois. Ils ont fini les études, ils sont en mode OK, c'est quoi après? Et je le vois, ils n'ont pas envie de se lever le matin, c'est un truc de fou. Hein. Ou alors ils rallongent leurs études parce qu'ils retardent l'échéance, tu vois. J'ai beaucoup ça aussi autour de moi. Et moi, ça fait 5 ans que je suis trop contente de me lever en vrai. Je suis contente parce que je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je passe tout ce temps et toute cette énergie. Et je sais que ça, je ne l'aurais pas pour un autre projet ou pour quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est le fait que je choisisse pourquoi j'investis mon temps et puis que je peux décider de comment je le mets en place. Ouais, ça vaut le coup de vivre toutes ces difficultés 100%. Puis de toute manière, je pars du principe que si c'est trop facile, c'est pas marrant. Donc là, au moins, on s'ennuie pas. C'est bon. Ok. Et tu aurais la même définition, toi, Loïc? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'animait depuis tout petit, c'était créer, en fait. Donc de ce point de vue-là, je suis ravi, je suis servi. Mais c'est l'impact, en fait. S'il y a un mot qui me vient en tête, c'est l'impact. Impact dans le quotidien, déjà. Donc sentir qu'au quotidien, on fait bouger les choses. Et puis après, ça appartient à chacun d'entre nous, mais moi aussi, j'associe impact à l'ambition. C'est-à-dire avoir un impact sociétal, finalement. Et ça, c'est en chemin. Et du coup, c'est quand même ça qui me permet de continuer à me lever le matin avec une ambition d'avoir un impact sociétal. Okay. Toi, Alex, c'est dans la même veine, j'imagine? Complètement. La création, dès que je suis à un dîner et qu'un mec me parle d'un projet, je suis obligé de discuter avec lui jusqu'à une sorte de BP. Non, j'adore réfléchir sur du nouveau. Je pense que là où je m'épanouis le plus et où je suis le meilleur, c'est le 0 to 1, donc vraiment les débuts. Je me fais violence pour ensuite mettre en place des process et faire grandir la boîte, ce qui est aussi un challenge pour moi aujourd'hui, mais effectivement la partie création, moi, ça m'excite énormément. J'ai la chance d'accompagner quelques boîtes en ce moment et c'est les réflexions des débuts, je trouve ça fantastique. Et j'ose croire que les entrepreneurs en général sont là parce qu'il y a une part d'envie de liberté, d'être décisionnaire. À la fois, tu as une part de solitude, donc tu portes un fardeau, c'est que si tu fais rien, il se passe rien. Et en même temps, tu as cette liberté d'agir, de faire exactement ce que tu veux quand tu veux, avec certaines contraintes parfois, notamment quand tu as des investisseurs. Mais globalement, c'est la liberté qu'on vient chercher. Enfin, moi, en tout cas, je suis très, très friand, mais c'est hyper intéressant de t'entendre parce que parfois on oublie ça. On est plus en mode contrainte et on oublie que la réalité, c'est que si tu n'as pas ça, tu as autre chose. Et donc, du coup, tu deviens salarié, tu participes au projet de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, dans mon cerveau, ne crante pas du tout. Ok. Et est-ce que, du coup, pour finir, vous auriez des conseils à donner aux lycéens, étudiants qui nous écoutent, qui songent potentiellement à se lancer dans l'entrepreneuriat ou là, c'est vraiment un moment charnière. Est-ce que je me lance tout de suite ou je commence un peu à bosser? Voilà, quels conseils vous donneriez à ces étudiants? Oui, par exemple. Bon, déjà, si on a envie, il faut suivre ses envies. Donc, mais, parce qu'il y a des mais, hein, évidemment, le plus important, c'est de se connaître. Donc déjà, c'est de savoir quel type de projet j'ai envie de mener. Est-ce que j'ai envie de monter une TPE? Est-ce que j'ai envie de monter une PME, une ETI, un grand groupe? Toutes les réponses sont valables. Il y a zéro jugement. C'est aussi bien de monter une TPE qu'un grand groupe. Mais par contre, évidemment, la manière dont on va la gérer, le sujet, est complètement différent. Donc déjà, c'est se connaître. C'est quelles sont nos envies, notre envie personnelle. Parce que c'est vrai que dans les médias, etc., évidemment, la part belle est faite aux projets avec des paillettes.
Mais il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, il est partout, tout le temps, dans tous les territoires, dans toutes les industries, etc. Donc c'est l'entrepreneuriat qu'il faut. Voilà. Mais il faut se connaître. Trop souvent, on est tiraillé entre, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a envie de monter une licorne, mais qui du coup agit comme quelqu'un qui gère une TPE, et vice-versa. Et en fait, à un moment donné, ça casse. Donc, c'est déjà fait un gros travail d'introspection de moi, qu'est-ce que j'ai envie. Et ensuite, à partir de là, c'est choisir la bonne industrie compatible avec mon projet. Hein, se lancer dans les pop-corn français bio et espérer monter une licorne, a priori, ça ne matche pas. Donc il faut être en cohérence entre moi, qu'est-ce que je veux, et le marché que je suis en train déjà d'attaquer, le marché. Et une fois que ça, a priori, il y a une cohérence entre ma personne et mon marché, j'ai qu'une seule obsession en tant qu'entrepreneur, c'est trouver le product market fit. Donc c'est-à-dire la bonne offre, sur le bon marché, pour les bons consommateurs, et basta. Et déjà si ces 3 trucs-là, ils sont cochés, après, ça va bien se passer. Ouais. Ouais, donc mine de rien, être capable et se forcer un maximum à se fixer des objectifs vraiment quantifiables et très, très concrets. Si j'en reviens, il ne faut pas hésiter, effectivement. Ouais, mais moi j'insiste sur on ne sait pas ce que c'est. Enfin, quand on est étudiant, on ne sait pas encore. On lit beaucoup, etc. Mais comme on l'a dit, on ne s'est pas encore lancé dans la piscine, on ne s'est pas encore jeté dans la piscine. Moi, ce que je constate, c'est quand même, il y a parfois des formes de fantasmes qui convient de. Donc c'est bien beau d'avoir des fantasmes, des rêves, mais il ne faut pas que ça se transforme en fantasme, justement. Et faisons gaffe, quoi, justement, avec tout ce qu'on voit sur les médias, etc. Non, l'entrepreneuriat, c'est difficile, il faut être passionné, c'est une forme de vocation, il faut savoir pourquoi on le fait, mais si par contre on a envie, mais go, quoi. Tu partages les mêmes conseils? À 200%. Ouais, pour abonder, je dirais qu'il y a une première étape, c'est être plutôt en référence interne qu'externe, c'est-à-dire ne pas entreprendre parce que ton pote l'a fait, parce que tu as lu dans les journaux que c'était stylé. C'est vraiment se consulter, se regarder dans la glace et se dire ok, je suis là parce que j'ai décidé d'y aller et je suis conscient des enjeux. De ne pas hésiter, je parlais d'ego tout à l'heure, mais prendre un maximum d'infos auprès de gens qui savent mieux. Parler, ouvrir son... Enfin, il y a toujours un truc, c'est j'ai une idée mais je veux pas en parler pour pas me la faire piquer. Ça c'est... Parle-en au maximum et puis si tu te la fais piquer, c'est plutôt bon signe. Non, mais voilà, il faut pas hésiter à parler un maximum, s'ouvrir, écouter, savoir recevoir et ne pas mal prendre un feedback qui pourrait ne pas être aligné avec ce qu'on a en tête parce que c'est plutôt positif qu'une personne. Parler aux bonnes personnes. Parler aux bonnes personnes, exactement. Pour pas avoir le biais de confirmation. Oui, on peut parler qu'à sa maman, parce que sinon... Mais ouais, on est d'accord. Mais en revanche, en tout cas, moi, je suis très promoteur de ça, c'est quand tu sens qu'il faut y aller et que tu l'as que c'est plutôt ton bide qui parle et que tu as envie d'y aller, il faut clairement se projeter. Se confronter au réel le plus vite possible, faut suivre son instinct. Je suis tout à fait d'accord. Moi, littéralement, c'est l'ADN de ma vie. En vrai, mon compte TikTok s'appelle To The Young Me, puisqu'en anglais, ça le faisait mieux. À la jeune moi, ça sonnait pas ouf, mais littéralement, parce que c'est ça, en fait, je donne tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant. Là, je suis passée sur le volet entrepreneuriat, justement. Et en vrai, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir avant, mais je pense que la réalité, c'est que peu importe tout ce qu'on va dire, tu as besoin de t'y confronter. Ça, c'est propre, je pense, à beaucoup de gens. Tu sais, les parents, quand t'es petit, disent ouais, tu devrais pas faire ça, mais tu vas le faire quand même. Après, tu vas dire ok, c'était pas une bonne idée, et après, tu vas adapter. Et en vrai, c'est le mode d'apprentissage qu'on a, et il faut juste faire, tester. Et c'est l'A/B testing, hein. Ça existe en marketing, mais ça existe pour tout. En vrai, tu testes, et puis la fois d'après, tu feras mieux. Je pense que c'est hyper vrai. Et l'idée d'un truc un peu inné aussi, je suis assez d'accord. Je pense que moi, je savais pas ce que c'était d'entreprendre, mais je sentais au fond de moi que c'était ça. Avec aussi ce besoin de créer que je partage de ouf. Littéralement, j'ai créé un média parce que du coup, la création s'arrête jamais en fait. Et ça ne me suffisait pas, donc j'ai créé un compte TikTok pour créer encore. Donc ouais, je pense que juste quand tu sens au fond de toi que c'est ce que tu es, bah, tu auras aussi beaucoup plus de résilience pour tenir à travers toutes les difficultés et effectivement le faire pour les bonnes raisons et pas parce que socialement ça fait bien. On m'a beaucoup dit c'est hyper courageux de faire ça à ton âge. Moi, j'ai jamais trouvé ça courageux, juste je l'ai fait parce que je sentais que j'avais besoin de le faire. Et bah, tu t'arrêtes jamais si vraiment c'est en toi.
Ok. Ben, merci pour vos témoignages en tout cas. Si je retiens quelque chose, c'est voilà, effectivement l'entrepreneuriat, c'est une superbe aventure pour laquelle il faut être prêt, être résilient pour surmonter ces difficultés et en gros s'ouvrir un maximum. S'ouvrir un maximum, c'est ce qui transpirait un peu dans vos discours à tous les trois, c'est qu'il faut parler et effectivement venir confronter ces idées avec les gens pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. Donc c'est également moi le conseil que je donnerais aux lycéens et étudiants qui veulent entreprendre et qui là commencent à un peu se projeter dans ce qu'ils vont faire après parce que Parcoursup ouvre et donc ils commencent à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc moi mon conseil c'est, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, c'est absolument normal. Potentiellement dans 5 ans vous ne saurez toujours pas. En revanche, allez dans les écoles, pointez-vous devant la porte, attendez qu'on vous ouvre, allez au JPO, inscrivez-vous. Parlez aux gens qui vont vous former. C'est peut-être le plus important, on en parlait, de la transmission de savoir-faire. Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Donc au final, ce qui est important, c'est les gens qui vous forment. Donc allez les rencontrer. Faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Et voilà. Donc un peu dans la même mouvance, il faut rencontrer des gens et parler. Et puis pour faire une dernière passe D, je pense que ce qui est très intéressant, passe D c'était un bon jeu de mots. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense que le prisme, c'est pas seulement qu'est-ce que tu veux faire, c'est qui tu veux être. D'où le fait que bosser sur tes soft skills, c'est hyper cohérent en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, tu peux faire plein de choses, mais au bout d'un moment, si tu es cohérent avec qui tu es, tu trouveras. Parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé quand même. Les gens qui cherchent quoi faire, ils n'ont pas toujours de réponse, alors que quand tu cherches qui tu veux être, c'est quand même nettement plus facile. Ouais, très, très juste. J'ai pas toujours pas de réponse personnellement, mais... Top. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Un vrai plaisir de vous avoir reçus. Et à très vite sur les ondes. Merci.